7h39. 7h39 sur Europe 1. Les hommages à la juge RBG et les enjeux de sa mort. Figure de la Cour suprême américaine, figure féministe en direct sur Europe 1 ce matin. Paul Spera, acteur, petit-fils de Ruth Bader Ginsburg. Le tête-à-tête Europe Matin. Le tête-à-tête. Mathieu Béliard. Bonjour Paul Spera. Bonjour Mathieu Béliard. Et merci d'être en direct avec nous ce matin. D'abord, vous n'êtes pas à Washington, vous n'êtes pas aux hommages parce que la situation liée au Covid vous empêche de vous rendre aux États-Unis. Effectivement. Et c'est pour ça que vous êtes avec nous ce matin. J'imagine, au-delà de ce que vous pouvez avoir au téléphone comme lien avec votre famille ou avec les Américains là-bas, j'imagine d'abord une forme de déception. De ne pas y être ? Oui. Oui, bien sûr. Cette femme, menue, douce, très âgée, 87 ans, dont le décès chamboule l'élection présidentielle américaine dans sa dernière ligne droite. Les États-Unis sont en ébullition, mais pour les Français, s'il vous plaît, Paul Spera, vous qui êtes finalement ce matin un pont entre Ruth Bader Ginsburg et la France, est-ce que vous voulez bien nous dire qui était votre grand-mère ? Ma grand-mère était donc juge à la Cour suprême. C'était aussi une femme magnifique, quoi. C'était ma grand-mère. On était très proches, j'ai eu beaucoup de chance de la connaître pendant 34 ans, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Et voilà, donc elle était parmi 9 juges de la Cour suprême. Je ne sais pas si les auditeurs de votre émission connaissent le système américain, mais la Cour suprême... C'est l'institution suprême, évidemment, qui va valider des conflits juridiques, qui va peut-être, s'il y avait conflit sur l'élection présidentielle américaine, valider ou non le nom d'un vainqueur. C'est une institution pour laquelle on est nommé à vie, 27 ans à la Cour suprême. Est-ce que la juge Ruth Bader Ginsburg, que le public américain connaissait, et votre grand-mère sont la même personne déjà ? Oui. Oui. Elle était comme les Américains la voyaient. Vous aviez quel rapport, je me permets de vous poser la question, évidemment, quel rapport régulier, direct avec elle ? Oui, alors on était plutôt proches. Elle a habité à Washington, moi j'ai grandi à New York, donc on n'était pas voisins. Et il y avait cela de particulier que c'est une grand-mère qui n'était pas à la retraite, quoi. La plupart peut-être de nos grands-parents, quand on est petit, sont à la retraite, ont peut-être plus de temps à nous consacrer, ou en tout cas c'est une grand-mère qui travaille déjà. Voilà. Donc ça c'était particulier, mais aussi c'était très important pour moi parce que c'était un exemple, quoi. Dans la famille, vous êtes comédien, je suis comédien. Dans la famille, tout le monde est juriste, j'ai l'impression. Non, il y a beaucoup de juristes. Ma sœur, mes parents. Vous-même avez suivi des études de droit, je crois. Pas du tout. Non, pas du tout, parce que j'avais cru lire qu'elle donnait des conseils à ses petits-enfants, donc votre sœur peut-être qui est en l'occurrence diplômée de droit aussi, c'est ça ? Oui. Oui, c'est un prof particulier assez prestigieux. Oui, après nous on a beaucoup parlé du droit, de la jurisprudence et tout ça, et je trouve que, moi j'aime bien dire que le métier de comédien, le métier de juriste ont beaucoup de choses en commun, en particulier un rapport particulier au texte. Voilà, il faut bien s'ancrer dans le texte pour pouvoir l'interpréter. Quand on regarde un peu le travail et la carrière de Ruth Bader Ginsburg, j'insistais sur des traits physiques menus, douces, petites. C'est vrai que ces photos peuvent être impressionnantes quand ils ont tous leur robe de magistrat. De voir cette dame au milieu de ces hommes, c'est la deuxième femme à avoir accédé à la Cour suprême américaine. Vous la décrivez comme travailleuse, comme une bosseuse, pour le dire clairement, des textes juridiques. Ah carrément, mais elle a été comme ça depuis son plus jeune âge. Aujourd'hui, il y a cet enjeu. Alors, on voit ça depuis ce côté de l'Atlantique. On a entendu les supporters de Donald Trump hurler fill her seat, remplacez-la, occuper son siège avant la présidentielle. On voit aussi les supporters de Joe Biden qui appellent à vote Trump out, à l'éliminer par le scrutin. Elle aurait confié à votre sœur, Clara Spera, que son vœu le plus cher était de ne pas être remplacé tant qu'un nouveau président n'aura pas prêté serment. Effectivement. On parle là, au-delà de son statut de juge à la Cour suprême, de sa dernière volonté ? En tout cas, je pense oui, par rapport à ça, par rapport à son legacy, comme on dit, à la Cour suprême. Voilà. Mais ce qu'elle a dit n'avait rien de radical. En fait, si, mais il y avait un précédent, on va dire. Parce que, donc,
pour décrire brièvement comment ça fonctionne, comme vous avez dit, être juge à la Cour suprême, c'est un poste à vie, ils sont 9. Quand il y a un poste qui se libère, parce qu'un des juges meurt ou prend sa retraite, il appartient au président de la République, en exercice, de nommer son successeur, qui est ensuite auditionné par le Sénat, éventuellement confirmé par une vote majoritaire dans le Sénat. En 2016, il s'est avéré qu'il y a eu une situation assez semblable parce que son collègue, le juge Antonin Scalia, que je dirais entre parenthèses était un grand ami de ma grand-mère, bien qu'il fusse vraiment... Qui s'est opposé politiquement, ouais. Complètement, mais il s'appréciait énormément, et je l'ai bien connu parce qu'on a fêté le Nouvel An ensemble plusieurs fois en famille. Il est mort subitement au début de l'année 2016, je ne me souviens plus exactement. 9 mois avant la dernière présidentielle. C'est cela. Le président Obama donc a nommé un successeur et la majorité républicaine du Sénat a refusé d'enclencher le processus d'audition. Avec un argument, l'élection au bout de la route donnait finalement ce pouvoir au peuple américain. Exactement, mais c'était complètement inédit. Et voilà. C'est selon vous ce qu'est en train de bafouer Donald Trump ? Eh bien oui, et sa majorité républicaine, parce qu'ils ont plus ou moins inventé ce principe en 2016, qui n'avait jamais existé, mais ils ont dit, oui, effectivement, il y a une élection présidentielle, donc laissons le peuple s'exprimer dans les urnes. En choisissant le nouveau président, ils vont indirectement choisir aussi le nouveau juge, ou en tout cas, qui nommera le nouveau juge. Aujourd'hui, elle ne parlait pas, je le précise à nos auditeurs, publiquement de Donald Trump. Elle avait un devoir de réserve, et elle avait commis cette erreur dans la campagne présidentielle précédente, de donner un début d'opinion. Elle l'avait même elle-même regretté. Est-ce que dans le privé, elle parlait de Donald Trump ? Pardon. Non, pas vraiment. Elle ne vous a pas parlé du président actuel ? Non, je pense que on savait plus ou moins l'un et l'autre ce qu'on en pensait. Et effectivement, elle avait fait des remarques en 2016 qu'elle n'aurait pas dû faire parce que c'était pas son rôle. Mais bon, il faut se souvenir, en 2016, le candidat Trump, c'était vraiment une candidature aberrante. Pour le moins étonnante. Est-ce que vous avez le sentiment... j'ai vu en préparant l'interview qu'elle avait survécu à 2 cancers, qu'elle avait siégé, jamais manqué un jour de travail à la Cour suprême des États-Unis. Est-ce que vous avez le sentiment qu'elle a essayé de tenir jusqu'à ce scrutin, de rester en vie jusqu'à l'arrivée d'un autre président ou la réélection de M. Trump ? Mais je pense qu'elle l'aurait souhaité, effectivement. Elle a eu, 2 cancers, et ce cancer dont elle est morte est revenu, quoi. Elle avait déjà surmonté il y a 10 ans, mais comme souvent avec le cancer... Une rechute. Et voilà. Et il y avait, vous pensez, cette date, cette échéance qu'est la présidentielle en ligne de mire pour elle ? De toute façon, elle voulait continuer aussi longtemps que possible dans son travail de juge. Mais oui, je pense que elle aurait aimé pouvoir rester aussi au-delà de cette élection. C'est elle qui vous a marié ? Effectivement, oui. Ouais. J'ai vu ce petit détail, c'est pas un petit détail, marié par sa grand-mère, et puis par celle qui est, je voudrais que les Français le comprennent en nous écoutant ce matin, qui est presque une icône pop aux États-Unis. Ces années d'opposition à George Bush, en l'occurrence, dans les années 2000, ces dissenting opinions, ces opinions divergentes de la Cour suprême. Il faut suivre cette histoire. Je peux peut-être conseiller à nos auditeurs un documentaire qui s'appelle RBG, réalisé par Betsy West et Julie Cohen. Et puis, vous remercier, Paul Spera, d'être venu partager un peu de cette intimité ce matin sur Europe 1. C'est moi qui vous remercie. Et c'est ce que l'on dit d'ordinaire, pas que pour les célébrités, toutes nos condoléances évidemment. C'est votre grand-mère quand même, au-delà du témoignage que vous nous avez apporté ce matin. Merci beaucoup.